Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle émission Décryptage sur WAB Info TV. J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission Yvan Simouraï, le cadre du BIREC en province du Nord Kivu. On va parler avec lui, on va décrypter l'actualité, la table ronde sur l'état des sièges qui s'est tenu à Kinshasa du 14 au 16 août 2023. Monsieur Yvan Simouraï, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Gloire, je salue tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Alors, la table ronde s'est tenue. Récemment, vous aviez évoqué la note tenue de cette table ronde. Elle s'est tenue. Est-ce que vous avez d'abord été satisfait d'abord sur la tenue de la table ronde? Bon, faudrait-il qu'on parle d'une satisfaction? Je dirais à moitié. Parce que d'abord sur les plans de la forme, cette table, elle n'a pas été ronde. Parce qu'en principe, lorsqu'on parle d'une table ronde, il faut que même le dispositif... les composantes quand même. Bon, les composantes étaient là, mais est-ce qu'ils s'est regardé face à face? Il fallait que la table soit réellement ronde pour permettre à ce que les différentes parties puissent se mettre dans une position ronde afin que l'on puisse se parler de vérité en face. Mais dès lors que la table n'est même pas ronde, mais comment voulez-vous que... Je pense que c'est juste une phraséologie, peut-être une expression, mais... Écoutez, dans les cadres des organisations, lorsqu'on parle d'une table ronde, même dans la forme, elle doit être ronde. Mais cela n'est pas le problème. Parce que... Mais avec toutes ces personnes, au moins, on parle de 600 personnes, est-ce qu'ils pourraient tous se réunir? Nous devons quitter la culture de chercher toujours de parler de la quantité au lieu de la qualité. Parce qu'il fallait, en principe, qu'il y ait dans ces assises, le gouverneur militaire lui-même, pas un délégué de sa part, lui-même il devait être là. Parce que certaines recommandations qui devaient en découdre lui étaient adressées directement. Quand il a eu la confiance du chef de l'État pour qu'il vienne diriger la province pendant l'état des sièges, en tout cas, il devait être accessible. Et on l'a pas vu, on a vu son délégué. Mais qu'à cela n'en déplaise, ce que lorsque le chef de l'État a appelé l'organisation de la table ronde, nous étions confiants parce que il y avait des choses à dire. Il y avait des vérités à se dire. Et je pense que ceux qui ont participé, ils ont tenté, tant soit peu, de dire la volonté populaire, la volonté des populations du Nord Kivu et de l'Ituri. Et c'est ce qui est important. Mais est-ce que la tenue de cette table ronde, c'est cette tenue qui va déboucher sur la levée ou je vais dire les métiers ou la réqualification, ou pas les métiers parce que les métiers elle était toujours là, mais la réqualification. Ça va dépendre du pouvoir discrétionnel dont dispose le président de la République. Malheureusement, parce qu'en principe, il a été dit que la table ronde est organisée dans le but de décider sur l'avenir de l'état des sièges. Et que lorsque les gens ont décidé, il fallait que les chefs de l'État puissent acter ou approuver. Ce sont là les verbes à utiliser. Et je pense que la volonté populaire, c'est que l'on puisse lever cet état des sièges avec des éléments probants. Est-ce que si on lève l'état des sièges, est-ce que la population ou les populations déplacées qui se trouvent dans les camps vont rentrer chez eux? Est-ce qu'à maintenant l'état des sièges, ces populations vont rentrer chez eux? Mais quelles sont les mesures qui seront prises? Voilà. L'état des sièges est le fait. Voilà, parce que vous savez, tout ce que vous faites pour nous, ça nous, vous le faites quelque part contre nous. Si, j'ai toujours dit et je le dirai toujours, si c'était au Katanga qu'on avait instauré l'état des sièges, les 3 mois qu'on avait promis que l'état des sièges allait être respecté. Parce qu'il y a un peu de la considération, je le dirais, que très souvent l'on donne au Katanga. Mais c'est parce que il n'y a pas cette capacité de prendre les populations du Kivu avec beaucoup plus de sérieux que l'on a vu un état de siège qui devait être organisé pour 1 mois, c'est-à-dire 30 jours, 15 jours, une fois renouvelable. Mais la Constitution ne détermine pas s'il faut pour projet. Papa, on dit, bon, même si la Constitution ne le détermine pas, dans les droits, il y a ce qu'on appelle les us et coutumes, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Si vous regardez dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun état de siège qui a duré plus de 4 mois. Il n'y en a pas. Non, il y en a parce que j'ai appris. C'était au Cameroun. Au Cameroun, 20 ans, quelque chose. Au Cameroun, on avait requalifié l'état de siège en état d'urgence. Mais ça ce sont des choses différentes.
Quand on requalifie l'état de siège en état d'urgence, là, ça devient autre chose. Et là, et les civils et les militaires travaillent ensemble. Voilà pourquoi ils n'avaient pas remarqué que ça dirait. Oui. Mais dès lors que les civils qui ont un mandat de la population, qui ont le droit de représenter la population, se retrouvent dans une position de congé, et que ces militaires à qui on donne la mission, dans un délai bref, parce que c'était un travail qui devait se passer par rapport aux résultats. Qu'est-ce qui va se passer si on requalifie? On va nommer les conseillers généraux? C'est dans ce sens? Avec des si, on mettrait Paris dans une bouteille. Parce que nous, notre volonté, c'est que l'on ne puisse pas requalifier. Parce que la requalification est d'abord anticonstitutionnelle. Oui, il n'y a pas de base juridique. Il n'y a pas de base juridique. Il n'y a pas. Et non seulement qu'il n'y a pas de base juridique, mais en cette période préélectorale, comment est-ce qu'on va requalifier? On requalifie pourquoi? Est-ce pour dire que le leadership nord-kivusien est incapable de gérer la province? 2012, l'M23 a menacé la province du Nord-Kivu. Mais on a vu le gouverneur Julien Paluku Kahongya avec les généraux Mamadou Ndala, avec le feu généraux Baouma, travailler main dans la main, les civils et militaires. Est-ce que vous pensez que c'était une mesure précipitée pour le président de la République? Non, non, c'était pas précipité parce que à l'époque, la population du Nord Kivu, la population de l'Ituri avait besoin d'une mesure qui pouvait, tant soit peu, redonner de l'espoir quant à ce qui concerne la question sécuritaire. À l'époque de son excellence Joseph Kabila, sénateur à vie, on a vu beaucoup des accords, des traités. Il n'y avait pas vraiment cette détermination-là de vouloir lutter effectivement et efficacement contre cette insécurité. Et c'est pourquoi lorsque le chef de l'État a placé ces deux provinces sous état de siège, nous avons applaudi, nous avons accompagné, parce qu'il fallait une mesure. Mais dès lors qu'un médecin qui est chargé de soigner un malade se rend compte que les médicaments qu'il administre à ces malades ne s'adaptent pas à la condition. Par contre, ces médicaments aggravent les cas ou l'état de ces malades. Le médecin, s'il est de bonne foi, il doit changer de médicaments. C'est simple. Soit entrer dans la médecine traditionnelle, selon les cas, ou soit permettre à ceux qui est quand même un autre médicament qui peut soigner. Et dans ce titre, je pense que le mieux, c'était dès lors qu'on a mis l'état de siège, parce que dans les droits publics, l'état de siège est instauré principalement dans les buts d'affaiblir les poches des groupes armés. Le président avait dit récemment, lors de l'ouverture de la table ronde, que cette mesure n'avait pas pour objectif à s'éterniser, tu vois. Ça veut dire que l'éternité, ça dépend du temps. Déjà, dès lors que je prends un exemple. Parce que ce n'est pas d'ailleurs les présidents qui prorogent, c'est l'Assemblée nationale. Mais il y a la loi d'habilitation qui est donnée au gouvernement pour proroger. Or, le gouvernement fait partie de l'exécutif. C'est le président de la République qui est le chef de l'exécutif. Est-ce que l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir ou n'avait pas le pouvoir de mettre fin à l'état de siège? Avec l'effet majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, c'était difficile. Parce que quand on a l'effet majoritaire, c'est-à-dire la majorité appartient au président de la République. Et la majorité doit en principe s'aligner à la vision du chef de l'État. Et dès lors que, bien sûr qu'il y a le principe de séparation, dont moi je parle de l'autonomie des pouvoirs, parce qu'il n'y a pas de séparation en politique. Il faut savoir qu'avec les différents faits majoritaires, avec les faits partisans, il est possible que les pouvoirs puissent interagir entre eux. Et c'est comme ça que le chef de l'État peut peser par rapport à sa majorité parlementaire pour imposer les différentes prorogations. Et on l'a vécu parce que plusieurs fois où les députés du Nord Kivu et de l'Ituri ont abandonné l'Assemblée nationale pour contester contre une prorogation, la mesure était adoptée avec des députés de Mongala, avec des députés de Maïndombe, avec des députés de l'autre là chez Martin Fayoulou, qui ne maîtrisent pas les réalités de l'Est. Qui ne maîtrisent pas malheureusement les réalités de l'Est. Du coup, ces gens-là les font comme si c'était une punition contre les populations de l'Est et contre leurs confrères députés du Nord Kivu de l'Ituri. Et nous avons les retombées que nous avons eues. Et surtout avec les langages que le président de l'Assemblée nationale avait tenu envers les populations, les députés du Nord, qui sont allés interpeller de quitter les groupes armés. Est-ce qu'ils ont quitté les groupes armés? Dans un cadre, est-ce qu'ils étaient dans des groupes armés?
Mais est-ce qu'ils sont quittés aussi? Est-ce qu'ils étaient dans des groupes? Pour quitter quelque part, Mais il faut le y être. président de l'Assemblée nationale n'est pas quand même un fou pour dire ça. C'est qu'ils Bon, c'est là où maintenant, c'est là où j'ai toujours dit, on a un problème des réformes dans ces pays. Il faut qu'il y ait des réformes politiques dans ces pays. Parce que lorsqu'un président de la nation, de l'Assemblée nationale, qu'on appelle un speaker, ose parler de ces choses, c'est-à-dire il doit avoir des preuves. Or, s'il y a des preuves, combien de députés nationaux ont été appréhendés à cause de la question de sécurité? Il n'y en a pas. Ça, c'est pas les débats. Alors, il n'y en a pas. Parce que si vous dites Mangachoutou, je vais vous dire, l'affaire Mangachoutou, c'est parce que les M23 avaient occupé les territoires de Massissi et que lorsqu'on a chassé les M23, les Ouazalendo ont eu accès à sa résidence et c'est là où on a retrouvé les armes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ne corrobore pas avec la réalité. Mais qu'est-ce qui va se passer si le président de la République ne lève pas l'état de siège? S'il décide pour son maintien, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Est-ce que vous craignez qu'il y aura des conséquences sur le plan peut-être administratif ou sécuritaire? La Constitution dit que c'est lui le garant de la nation. Donc, s'il maintient l'état de siège, il doit s'assumer. Il doit s'assumer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des responsabilités. Et s'il maintient ça, donc ça va aller jusqu'aux élections alors? Et là, on créera un monstre. Parce que avec, par exemple, un candidat, Ivan Simouiraï, très dynamique, dans le cadre des plaidoyers et des dénonciations contre les autorités de l'état de siège, se retrouve dans une circonscription électorale où ce sont les militaires qui sont en train de prendre les urnes et amener. Vous trouvez qu'il y aura des problèmes? C'est exceptionnel. Donc. Voilà. Il faut prendre ça donc, comme ça. Nous risquons... Non, écoutez, ne créons pas un monstre. C'est que sûr, nous sommes dans un État qui est appelé la République démocratique, pas dictatoriale. La République démocratique du Congo. Il y a des corollaires, les valeurs de la démocratie qu'il faut respecter. Mais il reste que 4 mois pour aller aux élections. On sait que si le président décide pour le maintien, c'est que bon, on va aller avec comme ça. Bah non, s'il décide pour le maintien, alors il n'y aura pas des élections ici. Comment ça? L'ordonnance présidentielle limite les libertés. Oui. On ne peut pas avoir des manifestations. Or, la campagne électorale, c'est une manifestation. Vous n'allez pas battre la campagne sur YouTube. Mais il y a des vous n'allez pas battre la campagne en chaîne en ligne. Oui. Donc, c'est déjà en violation à l'ordonnance du chef de l'État. Or, lorsque vous violez les droits, vous entrez déjà dans un cas qui peut vous rendre justiciable devant les cours et tribunaux. Voilà. Alors, il faut que les chefs de l'État comprennent tous ces périmètres pour qu'ils puissent au moins prendre une décision qui sera en faveur des populations, au détriment de ce que les dialoguistes sont en train de lui chanter. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des accusations à Kinshasa. Tel, il dit ça parce qu'il y a des mines là-bas qu'il contrôlait. On a vu même certaines femmes du Nord Kivu qu'on a payé des billets et les logements à Kinshasa pour aller pleurer là-bas qu'on maintient l'état de siège parce que l'état de siège est avantageux. Et pourtant, l'argent n'est plus en circulation. On nous parle que les recettes de la province sont en train de tripler, de quadrupler. Mais quels sont leurs impacts sur les paniers ménagers? Il n'y en a pas. Donc, il faut que les présidents comprennent que les militaires ne battront pas campagne pour lui. Ceux qui battront campagne pour les chefs de l'État, ce sont les acteurs politiques. Et ces acteurs politiques, la plupart qui ont pris part à cette table ronde, ce sont des ambitieux. Et bien alors, pour que les présidents de la République puissent bien arriver dans leurs entités, ils doivent travailler avec eux, pas contre eux. Alors, il doit comprendre tout ça pour arriver à lever. Aux participants lors de l'ouverture de prendre une mesure, mais une bonne mesure. Vous pensez que c'est quelle mesure selon vous? Bon, il avait bien souligné certains points. Il a dit, prenez une mesure tout en tenant compte des réalités sécuritaires et de l'agression. Il faut comprendre que les réalités sécuritaires ont toujours été ce qu'elles étaient. Malheureusement, elles se sont même aggravées. Parce qu'à l'époque des civils, on pouvait avoir des cas d'insécurité, mais ces insécurités n'étaient pas arrivées au tonus où nous sommes en train de sentir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression comme si la personne la plus sécurisée dans la ville de Goma, par exemple, c'est les criminels. Oui, mais on a tendance à voir que l'état de siège est beaucoup plus politisé. Non, l'état de siège... Il y a certains cas qui sont lésés parce qu'ils ne sont pas dans l'administration. Non, l'état de siège est beaucoup plus économisé que politisé. Économisé comment? Permettez-moi ce néologisme. Parce qu'on a l'impression aussi que ceux qui dirigent pendant l'état de siège ont plus le regard sur les finances publiques que sur les opérations militaires. Or,
On les avait envoyés pour ça. Et le gouverneur, c'est lui le commandant des opérations, même si Ah, en même temps. alors quel est le bilan des opérations? Quand nous avons cédé la province entre les mains des militaires, Bunagana n'appartenait pas à l'Ouganda. Aujourd'hui, ça appartient à l'Ouganda. Ben, allez là-bas, allez poser la question, qui a des ministres là-bas? Pas Oh, papa, allez là-bas. Vous allez rencontrer des militaires ougandais. D'ailleurs, certains rapports nous arrivent que les bornes sont en train d'être déplacées. L'argent de Bunagana n'entre pas dans les trésors publics congolais. Donc, vous comprenez? Pour dire que les bilans, c'était ça. On devait avoir une gestion basée sur l'essentiel. L'essentiel, c'était la sécurité. On a des régions militaires. À quoi servent les régions militaires? Parce que j'ai l'impression que les gens croient, si on lève l'état-major, c'est-à-dire, si on lève l'état des sièges, c'est-à-dire, on enlève les militaires au nord qu'ils partent ailleurs, et puis les nord qui vous restent avec les civils. Non, on a les régions militaires. La 34e région militaire peut toujours travailler en tant que région militaire et faire face à la guerre. La guerre de Bouteboussi à Bukavu. Est-ce qu'il y avait état de siège? Non. Mais il y a eu la conscience de la région militaire. On a mis en débâcle les rebelles et les agresseurs. Et aujourd'hui, quand même, Bukavu est toujours congolais. Donc, ce sont ça les réalités qui sont corollaires avec l'histoire, que les gens doivent comprendre. Ne pensez pas que vous mettez l'état de siège pour faire du mal à Ivan Ssemwirayi ou à son parti politique. Vous faites plus du mal à la population qu'à Ivan Ssemwirayi qu'à son parti politique. Parce que si aujourd'hui vous me fragilisez dans le but d'espérer que je vais perdre les élections futures pour que l'un de vous les gagne, alors là, ce n'est plus intéressant. Merci, on va finir cette émission dans quelques minutes. Mais si l'état de siège, quand même, ça a duré 2 ans et quelques mois, 2 mois ou 3 mois. Mais il y a eu, on ne peut pas dire qu'il y a eu un échec total. Quels sont les bienfaits, selon vous, de l'état de siège? Ben, l'état de siège nous a démontré que avec plus de sérieux, on peut gonfler les finances de la province. Parce qu'il y a eu des gens qui ont eu peur de voler, de détourner, parce que les militaires étaient là. Mais au fur et à mesure que la mesure devenait habituelle, ces gens-là se sont accommodés à la mesure. Et aujourd'hui, la situation est revenue comme c'était avant. Deuxième chose, oui. Deuxième chose, c'est que l'état de siège, au départ, ça a pu donner de l'espoir. Parce que nous, on voit tous, partout ailleurs, en France, on avait décrété l'état de siège, on a vu les militaires étaient partout et ça avait donné de sécurité. Donc, on a cru que ça allait être la même chose. Ça, c'était déjà un point positif. Et troisièmement, je pense que l'état de siège nous a aussi permis à comprendre la capacité des militaires de gérer une entité. C'est déjà une jurisprudence. Je pense qu'ils ont une capacité. Hein? Ils ont une capacité à... Bon, la capacité peut être appréciable. C'est un peu comme une critique qui peut être positive ou négative. Donc, on a remarqué comment est-ce que les militaires peuvent administrer. Parce que lorsque... C'est-à-dire les bienfaits, c'est sur le plan administratif, pas sécuritaire. Non, pas sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, il n'y a pas eu de bienfaits. Comment vous voulez que je parle de bienfaits pendant que Kiboum est entre les mains des M23? Et aujourd'hui, c'est étonnant. Lorsqu'on veut seulement parler de la levée de l'état de siège, c'est là où les M23 se fâchent et les M23 commencent à attaquer. On dirait, au lieu d'avoir peur de l'état de siège, les M23 se sentent menacés, comme si les M23 s'étaient accommodés à la mesure. Donc vous sentez que on ne peut pas parler d'un point positif au niveau sécuritaire parce que Goma, on kidnappe tous les jours, on assassine tous les jours, on est en train de tuer tous les jours. Donc la sécurité n'a vraiment pas changé. Mais je sais, quand même, avec l'état de siège, il y a eu cette demande que j'ai faite depuis 2015 de la délocalisation de Kakatine de Kamouzézé qui est en train de se faire effective. Parce qu'aujourd'hui, au moins, le camp Mounzézé est en train d'être délocalisé. C'est un point positif. Mais si vous rentrez à 18h, ici vers Mugung, entrée président, vers Mutinga, vers Madjengo, vous allez rencontrer des policiers et des militaires, gardes présidentiels, JR, gardes républicaines, en train de malmener des motards. Au lieu d'entrer en patrouille au sein des quartiers et des avenues, ils sont dans des coins en train de ravir des monnaies, des téléphones, ainsi que certains documents aux motards. Donc vous comprenez que au niveau sécuritaire, vraiment, souffrez Papa Soda, ça n'a pas tenu, il faut qu'il y ait des réformes. Okay. Il faut qu'il y ait des réformes. Ces réformes, ça sera sur la base de quoi? Puisque s'il y a levé, par exemple, quelles sont ces réformes selon vous? Et on va finir. S'il y a levé, il y a beaucoup de réformes qui doivent d'abord se faire
en amont et en aval. Ça, si on maintient, on augmente des réformes. Non, non, papa, réformes. déjà la mesure de maintenir est anticonstitutionnelle. On ne peut pas maintenir... Bon, pendant quelles circonstances? Parce que pendant les 2 ans, nous, on a soutenu l'état de siège. J'ai été le fer de lance dans des médias, dans des réseaux pour défendre l'état de siège. Vous êtes dans l'union sacrée. Bon, je ne suis pas de l'union sacrée. Je suis dans l'union sacrée. Bon, bah, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas au pouvoir. Je suis du pouvoir. Regardez, est-ce que je suis venu avec des policiers avec moi? Je ne suis pas du pouvoir. Je suis pas au pouvoir, je suis du pouvoir. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que l'état de siège a démontré ses limites. Okay. On ne peut pas les maintenir. Il faut qu'on puisse les lever, mais moyennant, on renforce les FARDC. On met un état-major avancé au niveau des Béni qui va être supervisé par le chef de l'État lui-même et qui va diriger des opérations vers les zones rouges. Et c'est là que vous allez donner des recommandations. Si on lève, quelles sont les recommandations que vous pouvez donner au président de la République? Au président de la République, il faut vraiment qu'il s'implique, qu'il ne fasse pas confiance aux individus, qu'il s'implique en tant que commandant suprême des FARDC pour comprendre où sont partis les frais opérationnels, où partent. Il faut qu'il y ait un audit, inévitablement. Il faut que l'IGF arrive ici. Il faut que l'IGF arrive. Parce qu'on n'a pas senti, je vous donne un exemple, l'incident qu'il y a eu à Saké, vers la fin de l'année passée. Les militaires sont revenus du front, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien à manger, ils veulent arracher une vache à quelqu'un. Quand la personne appelle ses familiers, tout ça, ça crée un problème. Les militaires commencent à tirer à l'air pour faire évacuer les gens. Donc, la deuxième recommandation, il faut qu'il y ait des réformes, comme je le disais tantôt. Et ces réformes doivent commencer avec la nouvelle législation. Parce qu'il y a certaines lois qui manquent encore dans ces pays, dans les cadres sécuritaires. Il faut qu'on construise un mur de séparation entre les RDC et les Rwandais. C'est inévitable. Mais c'est l'Assemblée nationale qui doit décider à travers une loi. Justement, même pas une loi, même, comment dirais-je, une proposition de loi du gouvernement. Voilà. Ça peut passer toujours par l'Assemblée pour qu'on arrive à laisser que la grande barrière et la petite barrière, comme les 2 entrées entre les Rwandais et la RDC, pour éviter les infiltrations. Ça, c'est au cas où l'état de siège est levé. Mais au cas où elle est maintenue, quelles sont les propositions? En tout cas, je n'aimerais même pas proposer parce que je ne sais pas quoi proposer. Parce qu'il y a plusieurs cas. Non. Si l'état de siège est maintenu, la mission serait la même. Qu'est-ce qu'on doit encore proposer? Pendant qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. On n'aura pas leur proposer parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils doivent faire, c'est de sécuriser la population, d'amener la quiétude, de pacifier l'Est de la République. Mais maintenant, au cas où il est réqualifié, non? Non, ça c'est... Si l'état de... J'ai dit franchement, si l'état de siège est réqualifié, je cherche des documents pour devenir réfugié politique au niveau du Canada. Oui, parce que on va réqualifier comment? Papa, nous devons changer. Non, il faut changer de mentalité. Récemment, le porte-parole de Francis l'a parlé, c'est une décision qui appartient au président de la République. Est-ce que vraiment, vous sentez comment est-ce que lorsque l'armée devient politique, il y a mort de l'esprit patriotique? Non, c'est ça. Lorsque l'armée commence à être politisée, déjà l'esprit patriotique est en train de mourir. Est-ce qu'un porte-parole de l'armée est là pour faire des déclarations, des débats politiques? Mais merci beaucoup, on va finir cette émission. Vous comprenez? On n'a pas beaucoup de temps. Alors, dans 30 secondes, quel est votre mot de conclusion par rapport à ça? En guise de conclusion, je pense que la table ronde s'est tenue. Les populations du Nord Kivu et de l'Ituri ont pris les résolutions de la levée de l'état de siège. Nous espérons que le président de la République, chef de l'État, ne se fera pas aveugler par les djihadistes qui lui chantent des histoires à Kinshasa et qui ont des intérêts de ses côtés, mais il va comprendre la voix populaire. Parce qu'il est là, président de la République, pour tous les Congolais. Et nous espérons qu'il ne va pas céder à des préjugés, il va lever l'état de siège pour permettre à ce que nous puissions avoir des autorités compétentes. Un militaire n'a pas un mandat de population. Il est difficile à moi, Ivan Simouraï, d'aller demander au lieutenant général Kostandima des comptes par rapport à la manière dont il a géré la province. Mais il est facile pour moi, Ivan Simouraï, d'aller toquer à la porte de Carlis Nzoukassivita et de lui demander, Excellence, monsieur le gouverneur, comment est-ce que vous avez géré la question sécuritaire dans le cadre de la sûreté de l'État? Parce que la compétence de la sécurité intérieure de l'État est exclusive au pouvoir central. C'est pas la province. Donc, on ne doit pas nous faire apporter les maux, les difficultés de cette nation.
Non, Kinshasa doit s'assimiler par rapport à la sécurité intérieure et permettre à ce qu'au moins du côté de la sécurité, là où il y a des compétences concurrentes entre la province et le gouvernement central, que nous puissions collaborer et voir de quelle manière demain nous léguerons un pays juste, organisé à nos enfants. Merci beaucoup, Ivan Simoraï. C'est la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être ici. Espérons que j'y serai encore prochainement. Merci beaucoup, madame, messieurs. Je vous fixe notre rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.